Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons recommencer nos travaux. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Nous avons, sans le savoir, enfin sans que vous le sachiez, vous avez emprunté une sorte de chronoscaphe qui va vous permettre de voyager dans le temps et remonter de l'âge classique au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Nous, retour vers le futur. Et nous allons commencer, à tout seigneur, tout honneur, par Byzance. Byzance au IXe siècle, l'usage de la logique à Byzance au IXe siècle, avec Christopher Eastman, que j'ai un grand plaisir à accueillir ici et à entendre ce matin. Christopher Eastman, qui est un grand spécialiste de la pensée byzantine. Il dirige actuellement à l'Université de Vienne, en Autriche, le projet de recherche intitulé Reassessing 9th Century Philosophy, a Synchronic Approach to the Logical Traditions, qui est financé par le Conseil européen de la recherche. Mais il est aussi l'auteur de nombreux articles, de nombreuses contributions sur la théologie et la logique et l'ontothéologie, si l'on peut ainsi parler, byzantine, dans ses rapports avec la latinité, parfois, en elle-même souvent, le travail allant des pères cappadociens, disons, comme spectre, à Jean de Damas, Jean Damascène. Et il est aussi l'auteur d'un livre qui est un remaniement en profondeur de sa thèse, intitulé « L'homme commun, la genèse du réalisme ontologique durant le Haut Moyen-Âge », qui est consacré donc à cette doctrine mal aimée et mal connue qu'est le réalisme, durant la période donc, qui va de Boès, en gros, au XIIe siècle. Alors ce matin, nous l'entendons nous parler de ce sur quoi il travaille plus précisément en ce moment, autrement dit, la logique à Byzance au IXe siècle. Donc je vous donne la parole, cher Christophe. Merci beaucoup. Alors, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque, Julie et celui qui fut et demeure mon maître, Alain de Libera, pour leur très aimable invitation. C'est un honneur pour moi de parler en ce haut lieu du savoir qui a connu de grands spécialistes de Byzance, dont Paul Lemerle, qui discuta dans son grand livre sur le premier humanisme byzantin certains des points que je vais aborder aujourd'hui. Je souhaite discuter du cas particulier de l'étude de la logique aristotélicienne au IXe siècle à Constantinople, en espérant nourrir, grâce à ce cas précis, nos discussions de méthode. L'esprit de ce colloque est de s'intéresser aux dimensions institutionnelles, confessionnelles, politiques, éducatives et anthropologiques de l'histoire des diverses traditions logiques aristotéliciennes. Je souhaite y contribuer en montrant l'intérêt, pour le cas précis de Byzance, d'une telle démarche large, englobante, en contrastant les résultats que la méthode traditionnelle d'histoire de la philosophie, centrée sur les contributions des philosophes reconnus, et une méthode plus ouverte sur les pratiques et l'usage de la logique permettent d'atteindre. L'on peut en effet appréhender le fait logique à Constantinople durant le IXe siècle de deux façons. Soit en s'intéressant uniquement aux textes de logique, soit en s'intéressant également aux textes qui font usage de logique. La première approche, classique, dominante dans les études actuelles en histoire de la philosophie byzantine, va se focaliser sur les gloses, les commentaires, les écrits, aux écrits de Porphyre et d'Aristote, produits durant le Moyen-Âge byzantin, ainsi qu'aux traités discutant de matière logique en philosophe. La seconde approche, celle que j'appellerais, en utilisant une expression maintenant bien établie par John Marenbon, l'histoire sociale de la logique, va, elle, prendre en compte tous les textes, à visée philosophique ou non, dans lesquels la logique aristotélicienne, ses concepts, sa méthode, sont utilisés pour exposer rationnellement un point de vue, défendre une position, critiquer un adversaire. Mais elle prendra aussi en compte les textes sur l'éducation et la pratique des copies de manuscrits.
Donc, dans cet exposé, j'utilise l'expression d'histoire sociale de la logique pour désigner une analyse qui prend en compte, donc, d'une part, les exemples d'usage de la logique et toutes les informations relatives au cursus d'études, à la place de la logique dans l'éducation et à l'étude des manuscrits. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que dans le cas précis du IXe siècle byzantin, l'image obtenue sera radicalement différente selon la méthode employée. L'on aura respectivement une impression de relative pauvreté ou d'abondance, de cercles limités ou de nombreux auteurs concernés, de traditionnalisme ou d'originalité, d'un phénomène postérieur à la crise iconoclaste ou, au contraire, couvrant tout le siècle, même dans ses années les plus sombres. L'approche d'histoire sociale de la logique est particulièrement adaptée au cas de Byzance en raison d'une spécificité de son modèle d'éducation. La paideia, c'est-à-dire l'éducation en grec, que recevait tout membre de l'élite byzantine, comportait une formation conséquente en logique. Et la paideia commençait à peu près entre 9 et 11 ans et était constituée d'une étude des disciplines du trivium et du quadrivium, avec vraiment une place importante donnée à la logique aristotélicienne. Cela veut dire que toute personne bien formée, bien éduquée, connaissait son Aristote logique. Et je crois que cela crée vraiment les conditions pour une diffusion vaste des idées logiques dans la société éduquée. Et donc, pour l'historien, cela crée les conditions pour une approche englobante, une approche large, comme le propose l'histoire sociale de la logique. L'approche traditionnelle, centrée sur les textes de pure logique, n'aura analysé, dans le cas du IXe siècle, que le travail exégétique, le que est entre guillemets, le travail exégétique de Phocius dans ses Amphilochia, quelques gloses marginales qui lui sont attribuées dans différents manuscrits et qui reflètent son activité d'enseignement, ainsi que les annotations marginales, certes nombreuses et impressionnantes, qu'Arétas de Césarée, élève de Phocius, a apporté à sa copie manuscrite de l'Isagogée de Porphyre et de plusieurs des traités de l'Organon d'Aristote, un manuscrit aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Vaticane, le fameux manuscrit grec Urbinas 35. Et donc, le manuscrit se construit ainsi. Vous avez ici le texte commenté, c'est-à-dire soit Aristote, soit Porphyre, et dans les marges, dans une écriture petite mais très précise, de très abondants commentaires. Deux auteurs, pour l'un des plus riches siècles de l'histoire intellectuelle byzantine, la récolte est maigre. Et encore, dans le cas d'Arétas, il faut préciser ce que l'on entend par auteur, car son travail tient plus de l'intelligente compilation des commentaires rédigés par les maîtres de l'école d'Alexandrie que de la créativité personnelle. Ainsi, il est possible pour la grande majorité des gloses d'identifier quelles sont des citations des commentateurs antiques. Dans le cas des quelques gloses sans attribution, il me semble plus probable de penser que les textes dont elles sont issues ne nous ont pas été transmis, plutôt que de postuler une inhabituelle intervention personnelle d'Arétas. Les Amphilochia logiques de Phocius, c'est-à-dire une douzaine de petits traités concernant les genres et les espèces pour l'Amphilochion 77 et les antéprédicaments puis les catégories pour les Amphilochia 137 à 147, sont, eux, des textes qui reflètent très certainement la pratique d'enseignement de Phocius. Ces textes sont intéressants. Ils contiennent quelques arguments originaux, notamment quand Phocius critique l'unité de la catégorie de substance avec l'argument suivant. Il part d'un principe aristotélicien qui est que la substance n'admet pas le plus et le moins. Ça vient d'une citation des catégories. Il dit ensuite que ceci est vrai des substances premières, des substances secondes, mais aussi de la substance comprise comme genre suprême, c'est-à-dire comme catégorie. Troisième point de son argument, le troisième point consiste à dire que, selon Aristote, les substances premières sont plus substances que les substances secondes.
pour conclure que ce troisième point contredit les points 1 et 2 en introduisant le plus et le moins dans la catégorie même de substances. Et donc, il est impossible que les substances premières et les substances secondes appartiennent au même genre. Dans les deux cas, Photius et Arétas, on parle d'une activité qui couvre le dernier tiers du IXe siècle. Les Amphilochia ont été rédigés entre les deux patriarcats de Photius, c'est-à-dire entre 867 et 877, et Arétas est principalement actif à la toute fin du IXe siècle. L'impression est donc celle d'une prolongation de l'exégèse alexandrine par un nombre très limité d'auteurs, et bien après que la querelle iconoclaste ait pris fin en 843. Un tel narratif s'inscrit bien dans la vision que les auteurs iconophiles du IXe siècle ont eux-mêmes cherché à imposer, à savoir que les iconoclastes étaient des ignorants et que le rétablissement du culte des images coïncide avec un retour aux études. Nous avons cependant de très bonnes raisons de ne pas nous fier aveuglément à la description du déroulement des événements fournie par les auteurs iconophiles. Les écrits iconoclastes ayant été détruits, il n'est pas possible de connaître leur point de vue, ni, très précisément, le niveau de technicité philosophique de leurs travaux. Néanmoins, on a de très solides raisons de postuler une continuité des études et de la formation des élites tout au long de la période iconoclaste. Et cette question du niveau des études, et notamment de la connaissance logique, dans la première moitié du IXe siècle, est une question pour laquelle l'approche sociale de la logique s'avère particulièrement utile. Donc, la différence principale entre les deux approches, outre la considération par la seconde des modalités d'enseignement, tient à la considération d'un ensemble de textes que je qualifierais de logique appliquée. Je reviendrai plus tard sur les modalités de cette application, mais je crois que le terme convient assez bien dans le cas de Byzance. Il s'agit de textes dont l'objet premier n'est pas philosophique. Il ne s'agit ni de commenter Aristote, ni de débattre directement d'un problème que l'on considère traditionnellement comme un problème philosophique. Le point de départ de ces textes peut être une question de théologie, l'explication d'un élément de droit ou de médecine, l'intervention dans une controverse religieuse. Le penseur va alors décider de renforcer sa position en l'exprimant au moyen de concepts logiques, en l'exposant de façon rationnelle et naturelle, souvent en utilisant des raisonnements syllogistiques. Il peut aussi décider de chercher à affaiblir la position d'un adversaire en soulignant les incohérences ou les absurdités de la position qu'il soutient. Et comme vous le savez, le IXe siècle byzantin est vraiment un siècle de grandes controverses intellectuelles, donc on comprend pourquoi ces méthodes ont une certaine popularité. Tous ces textes font donc usage de la logique. Et bien souvent, la logique n'est pas qu'une seule méthode, mais fait littéralement partie de la solution exposée, j'espère vous le montrer aujourd'hui. Et si l'on prend en compte ces textes, l'on se rend alors compte de la centralité de la logique dans les débats intellectuels du IXe siècle byzantin. La logique est présente dans toutes les grandes controverses religieuses du siècle, l'iconoclasme, le débat avec les théologiens francs sur le filioque, et à la fin du siècle, les polémiques contre l'islam. Et donc la logique a très souvent été préférée à l'argumentation par autorité. On va avoir un texte dans lequel un tel choix est même thématisé. Je souhaite prendre 3 exemples de textes qui, selon cette approche d'histoire sociale, doivent faire partie d'une étude de la logique à Byzance au IXe siècle. Chacun est lié à l'une des grandes controverses du siècle, et je vous donnerai pour chacune quelques exemples d'arguments pour vous permettre de vous rendre compte de la nature du matériel que l'on trouve dans ces écrits. Le premier est la contribution des auteurs iconophiles autour des années 820. Le second concile de Nicée avait pour un temps rétabli le culte des images en 787, mais l'empereur Léon V, dit Léon l'Arménien, va rétablir l'iconoclasme à partir de 814. Cette seconde phase de l'iconoclasme va faire prendre conscience aux penseurs iconophiles
de l'insuffisance théorique, conceptuelle, de leur réponse à la théorisation de l'iconoclasme par Constantin V, plusieurs décades auparavant, mais qui constitue encore le cœur doctrinal de la position opposée à la vénération des images. Vous le voyez, parce que quelqu'un comme Nicéphore, quand il va écrire contre l'iconoclasme, va encore, dans les années 820, prendre la théologie de l'empereur Constantin V comme cible principale de ses arguments. Nicée II et son usage des arguments patristiques n'a pas suffi. Il faut une autre forme de réponse. Donc, dans les mêmes années, à la fois Nicéphore et Théodore Stoudite vont se tourner vers la logique aristotélicienne pour élaborer une défense de l'iconodoulie qui, elle, s'avérera victorieuse. Leur recours à la logique porte tant sur les raisonnements de type syllogistique que sur l'intégration de concepts logiques. L'une des réalisations les plus parlantes en ce qui concerne les arguments est une série de 10 arguments avancés par Nicéphore pour montrer qu'il est mieux de vénérer l'image du Christ que l'image de la croix. La croix étant le seul motif dont les iconoclastes valorisaient la représentation. J'ai pris comme exemple pour l'illustrer l'église de Sainte-Irène qui se trouve juste à côté de Sainte-Sophie et qui a été redécorée à l'époque de Constantin V. Et on voit bien l'influence de la théologie iconoclaste sur la décoration de l'église avec, au lieu habituel de la représentation d'un Christ Pantocrator ou d'une Vierge Marie, une immense croix. Et, la croix était le seul symbole que les iconoclastes acceptaient donc. Et Nicéphore va proposer toute une série d'arguments logiques qui sont assez intéressants à reconstruire, dans lesquels il essaye de montrer que la représentation du Christ est supérieure à la représentation de la croix. Mon point aujourd'hui n'est pas de discuter ces questions de théologie comme telles, mais de montrer la façon dont Nicéphore travaille. Un des arguments se présente comme suit. Il est intéressant parce qu'il fait usage du concept aristotélicien d'homonymie. Nicéphore dit « ce qui est homonyme avec le modèle », c'est-à-dire ce qui partage le nom Christ, est plus précieux que ce qui n'est pas homonyme. L'icône du Christ est appelée Christ. Elle est donc homonyme au Christ. La croix, quant à elle, n'est jamais appelée Christ, elle n'est jamais homonyme au Christ. Donc, l'icône du Christ est plus précieuse que la représentation de la croix. Et vous avez une dizaine d'arguments de ce type. Et il est vraiment intéressant de noter que ces arguments seront rapidement extraits du traité et connaîtront une transmission manuscrite autonome considérable. Plus que leur intérêt doctrinal, c'est fort probablement leur valeur pédagogique comme illustration d'une méthode de théologie rationnelle qui explique ce succès. Mais l'usage iconophile de la logique va bien au-delà. Elle est au cœur même de la solution iconophile. La solution de Nicéphore et de Théodore se construit en effet sur la base de deux concepts issus des catégories d'Aristote, celui de relatif, d'aprostie, et celui d'homonymie. Les iconophiles vont en effet développer ce que l'on peut nommer une explication relationnelle des images. Le modèle, ou paradigme, et l'image, ou copie, sont pour eux des relatifs aristotéliciens au sens strict et sont dotés de toutes les caractéristiques des relatifs, telles la simultanéité ontologique et épistémologique. De la même façon qu'il n'y a pas de maître sans esclave, il n'y a pas de modèle sans image. Si le modèle existe, c'est-à-dire si tel ou tel saint, par exemple, possède la propriété d'être un modèle, alors l'image doit exister. Et de même, si l'image est supprimée, le modèle, en tant que modèle, l'est aussi. Cet argument leur est utile car il permet de distinguer l'image de l'idole, car l'idole, elle, n'a aucun corrélatif. Pure invention humaine, elle n'a pas de modèle dont elle est l'image. La simultanéité de connaissance, c'est-à-dire que si l'on connaît un des corrélatifs, on connaît nécessairement le second, est également un élément qui leur est très utile dans leur argumentation. La notion d'homonymie est utilisée pour rendre compte du fait que l'image de Paul est dite Paul. Le texte de référence ici est bien sûr les premières lignes des catégories, qui font même mention de l'animal dessiné.
Et il est intéressant de noter que l'homonymie est utilisable par les auteurs iconophiles dans le cas de l'image, parce qu'elle n'est pas comprise comme une homonymie par hasard, mais comme une homonymie intentionnelle, apodianoias, et par ressemblance, kat homoiothéta. Cela atteste une très bonne connaissance de la contribution des commentateurs, avant tout Porphyre et Simplicius, sur la question. Et c'est surtout l'occasion pour eux de développer une très intéressante théorie philosophique, selon laquelle l'homonymie est fondée dans la relation de ressemblance. Et je trouve que on a affaire ici à l'un des exemples où l'on voit que vraiment que l'application de la logique peut vraiment être cause d'inventivité philosophique. Le deuxième exemple que je souhaiterais prendre est celui de Photius. Si l'approche traditionnelle va étudier certains de ces hommes philokia, l'approche intégrant l'étude de la logique appliquée va considérer de nombreux autres textes du patriarche, notamment une discussion dans l'Amphilochion 231 où Photius se demande si l'humanité assumée par le Christ est particulière ou universelle, et où il précise que l'universalité est une propriété des seuls concepts et jamais des choses. C'est un texte absolument remarquable qui part vraiment d'une question de théologie, mais pour la résoudre, on voit Photius élaborer une théorie des universaux pour proposer toute une série d'arguments antiréalistes qui lui sont utiles pour réfuter la thèse selon laquelle l'humanité assumée par le Christ serait universelle. Le texte appelé Mystagogie du Saint-Esprit est la réponse à l'addition par les Francs de la clausule filioque dans le credo de Nicée-Constantinople, en soutenant que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Photius va s'employer dans sa mystagogie à montrer l'incohérence logique de cette position. J'aimerais mentionner un exemple. Il y en a vraiment beaucoup. C'est un texte qui fait un usage très conséquent de la logique. Là, j'ai choisi un exemple pour ce matin, mais c'est vraiment un parmi de très nombreux autres. L'argument que j'ai retenu est basé sur l'un des 5 prédicables de Porphyre, le propre. Photius commence par un raisonnement relatif au monde créé. Donc, il pose d'abord le cadre de son raisonnement, qui est que si 2 entités partagent le même propre, alors elles sont consubstantielles, c'est-à-dire elles sont de même nature, de même essence, puisque, comme vous le savez, le propre appartient à tous les membres d'une espèce donnée et à eux seuls. Photius continue. La capacité de rire est le propre de l'homme au sens strict. Ensuite, il prend un exemple, Josué, exemple biblique, Josué, comme homme, possède ce propre. L'archange ne le possède pas, donc Josué et l'archange ne sont pas consubstantiels, ne sont pas de même nature. Jusque-là, rien de très original. L'intérêt pour nous est que ce principe, pour Photius, est de validité universelle. Il est donc aussi valide en théologie. Il va l'utiliser pour montrer que l'introduction du filioque brise la consubstantialité entre le Fils et l'Esprit. Il le montre en 2 arguments. L'un qui accepte que la procession de l'Esprit est le propre du Père, et l'autre non. Donc il procède ainsi pour offrir vraiment une réfutation complète de la position franque et la réduire à l'absurde. Alors, le premier argument se construit ainsi. La procession de l'Esprit est le propre du Père. Selon les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui défendent le filioque, la procession de l'Esprit est aussi le propre du Fils. C'est toute l'idée même du filioque. Mais il n'est pas le propre de l'Esprit, car on le comprend, l'Esprit ne procède pas de lui-même. Donc, l'Esprit et le Fils ne sont pas consubstantiels, car les entités consubstantielles, on l'a vu, possèdent le même propre, ce qui n'est pas le cas du Fils et de l'Esprit. Ce qui est évidemment une conclusion qu'on ne souhaite pas atteindre. La deuxième partie de l'argument, elle, part de la prémisse selon laquelle la procession de l'Esprit n'est pas le propre du Père. Et si la procession de l'Esprit n'est pas le propre du Père, elle ne peut pas être le propre du Fils,
car comme le Père et le Fils sont consubstantiels, ils doivent avoir le même propre. Ce ne peut être le propre de l'Esprit, car, encore une fois, il ne procède pas de lui-même. Donc, il n'est le propre d'aucune des trois personnes de la Trinité, ce qui est absurde. Et donc, Photius va s'employer à construire toute une série d'arguments de ce type qui auront une grande postérité dans la théologie byzantine. Vous allez les retrouver jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mon troisième et dernier exemple est lui aussi issu d'une controverse religieuse, avec l'islam cette fois. Byzance, vous le savez, a perdu beaucoup de son territoire suite aux conquêtes arabes au 7e siècle, et s'en est suivi toute une série de disputes religieuses. Vous trouvez des textes déjà à l'époque de Jean Damascène. Mais ce qui est très intéressant à observer, c'est vraiment le tournant logique de la discussion au IXe siècle, et avec un exemple qui est particulièrement intéressant, qui est celui de Nicétas de Byzance, qui est l'auteur d'une réponse à 2 lettres que le calife abbasside a envoyées à l'empereur byzantin Michel III, qui a régné de 842 à 867, et qui est le fils de l'empereur Théophile. Et ces lettres enjoignaient l'empereur byzantin à se convertir à l'islam. La réponse de Nicétas est vraiment très intéressante par rapport à la question de sa culture logique, parce qu'elle s'articule sur l'usage d'une part de ce qu'il nomme, probablement en suivant Grégoire de Nice, les notions communes, c'est-à-dire des concepts que l'on accepte indépendamment de ses convictions religieuses, des notions de base sur lesquelles tout le monde peut être d'accord, et des arguments rationnels, c'est-à-dire logiques. Il décrit sa méthode au début de sa réfutation ainsi, je le cite, « Comme le discours de réfutation, otes antireseos logos, est double. D'un côté, celui qui prouve ses propres croyances, to oikeion. De l'autre, celui qui réfute les vues de son opposant, to antipalon. Nous allons d'abord présenter les croyances pieuses de nous autres les chrétiens, en nous basant autant que faire se peut sur des arguments naturels, ou là, argument naturel, il faut comprendre argument rationnel, ec physikon logismon, selon des procédés stricts de déduction. Et après, nous chercherons à réfuter les arguments qui semblent confirmer l'enseignement impie de Mahomet, pour une part, selon une méthode naturelle, physikos, basée sur les notions communes concernant Dieu. Et là, on a notre expression de koinon en noion. Pour l'autre part, à travers une preuve scripturale, graphikos, basée sur les passages qui sont évidemment acceptés par celui qui a forgé ce livre, c'est-à-dire le Coran. Je trouve que c'est un texte vraiment intéressant dans le fait qu'il oppose très clairement ces deux stratégies d'argumentation, l'une décrite comme physikos, naturelle, donc basée sur la logique, et l'autre graphikos, basée sur les arguments d'autorité. Je n'ai pas le temps de le montrer aujourd'hui, mais ces arguments logiques témoignent vraiment d'une grande culture logique. On le voit avec la terminologie utilisée, avec la façon dont il construit ses arguments. C'est vraiment quelqu'un qui a reçu une éducation logique très poussée et qui est absolument convaincu que ce traité de polémique est l'occasion de la montrer. La prise en compte de cette logique présente dans tous les débats théologiques du siècle donne une autre image de la production intellectuelle byzantine. Une image beaucoup plus originale, car si les outils sont anciens, les problèmes sont nouveaux et les solutions pour y répondre également. L'intérêt de l'histoire sociale est aussi de permettre de considérer l'histoire des mentalités et du rapport à la logique, notamment dans ses possibles usages théologiques. Elle permet de montrer le Zeitgeist, l'esprit du temps d'une époque, et dans notre cas précis, elle va souligner combien le IXe siècle est une époque ouverte à une forme de théologie rationnelle qu'il a très fortement contribué à développer.
Vous avez déjà auparavant, dans les disputes christologiques des 6e, 7e siècles, un usage de la logique dans ces controverses, mais on voit vraiment se développer au 9e siècle une méthode pour traiter les questions de théologie vraiment basée sur la logique, et je pense que c'est vraiment l'un des intérêts de la production intellectuelle du siècle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir de penser qu'une telle attitude, si on y réfléchit, ne va pas de soi. Comme le montrera plus tard la condamnation de Jean Italos à la fin du XIe siècle, avoir cette attitude d'esprit, cette mentalité par rapport à la logique et accepter qu'elle puisse à ce point-là faire partie du travail du théologien n'est pas un élément qui va de soi. L'un des articles, donc dans le cas de la condamnation de Jean Italos, l'un des articles ajoutés au Synodicon de l'orthodoxie à propos de sa condamnation, le condamne à l'anathème explicitement pour l'usage de la terminologie logique, logos dialectikos, en matière de théologie. Et son disciple, Strate de Nicée, sera lui aussi condamné pour avoir tenté de justifier l'usage de la logique en théologie, en soutenant que le Christ lui-même a utilisé des syllogismes aristotéliciens, comme le montrent les évangiles. Je n'ai pas le temps de discuter cette affirmation, mais elle est relativement intéressante. Alors, l'histoire sociale de la logique permet en outre de discuter les témoignages que l'on possède à propos de l'éducation de certains personnages clés, de les comparer avec la réalité de leur pratique intellectuelle. La tradition byzantine offre cette particularité à l'historien de la philosophie, de lui donner de nombreux textes qui le renseignent sur le contenu de l'éducation des penseurs les plus éminents. Ces informations proviennent d'un genre littéraire bien précis, celui de l'hagiographie. Les vies des saints contiennent très souvent une description de l'éducation reçue par le personnage dont elles font l'éloge. Cela inclut des descriptions très détaillées de plusieurs pages de l'éducation reçue par un saint, comme dans le cas de la vie de Nicéphore par Ignace le diacre, mais ça peut aussi inclure des commentaires plus brefs et même parfois négatifs. Ainsi, par exemple, la vie de Jean le psychaïte, après avoir décrit Jean comme méditant jour et nuit, liste les différents arts libéraux de façon détaillée, en précisant qu'ils ne lui sont d'aucune utilité. Abordant le cas de la logique, le texte précise que, recherchant la philosophie suprême, Jean devint semblable à Dieu autant que cela est possible, n'utilisant qu'un seul syllogisme. Et ce syllogisme est le suivant: Dieu est le créateur de tout, le créateur est un juge, donc Dieu est un juge. Le texte de la vie continue ainsi: il laissa les prémices, les syllogismes et les sophismes comme tant de toiles d'araignée à ceux qui se trouvent sur le tas d'immondices. Fin de la citation. La mention ici des sophismes est assez intéressante parce que on se demande si les réfutations sophistiques faisaient partie du corpus du curriculum de logique à Byzance. Là, on a par exemple un texte qui pourrait donner à penser que oui. Ce passage contient une référence à l'une des définitions traditionnelles de la philosophie, comme assimilation à Dieu, donnée notamment par Jean Damascène. Et il a pour but de montrer non que le saint n'est pas éduqué, mais qu'il se détourne volontairement de connaissances qu'il juge superflues. Donc, même si les connaissances issues des arts libéraux sont in fine rejetées au profit d'une méditation pieuse, le texte donne à voir que Jean avait une représentation claire de leur contenu. Dans le cas de Nicéphore, la vie lui attribue une formation en logique qui semble couvrir les agogées de Porphyre et l'intégralité de l'organon. L'usage fréquent des outils logiques dans ces traités contre les iconoclastes permettent d'attester, par l'exemple, la véracité des informations contenues dans la vie. Je crois que ce point sur la géographie est vraiment important parce que c'est une source documentaire
je ne veux pas dire unique, mais particulièrement bien développé dans le cas byzantin, parce que le genre hagiographique était vraiment populaire au IXe siècle, et quasiment dans de très nombreuses vies, on trouve vraiment un témoignage assez long sur l'éducation, et évidemment, ça donne à l'historien un matériel très intéressant à considérer. L'approche d'histoire sociale de la logique permet également de rendre compte de l'une des particularités du IXe siècle byzantin, l'importance de la copie des textes. Le IXe siècle est le siècle d'un événement important que l'on nomme par son nom grec de métacaractérismos. Il s'agit de la translittération des textes et du passage de la majuscule à la minuscule. Il n'est pas besoin de rappeler l'importance du travail des scribes byzantins dans la conservation des textes antiques, mais l'on peut en revanche souligner que la pratique de la copie des textes est très souvent riche d'informations. Quand tel texte a-t-il été copié? Et surtout, en compagnie de quel autre texte trouve-t-il dans les manuscrits? Sont des questions qui s'avèrent souvent riches d'informations pour l'historien. Parce que la copie des textes est une pratique coûteuse, tant en raison du prix du support, le parchemin, que du travail du scribe. L'on ne copie que des textes que l'on évalue positivement. L'étude des manuscrits copiés durant le IXe siècle est ainsi, elle aussi, très riche d'informations. Et là, j'ai juste pris un exemple parisien. Il s'agit du seul manuscrit conservé d'Aristote en majuscule. C'est un fragment des Sophistici Elenchi, d'après Jean Irigoyen, copié entre les années 800 et 830. Et c'est un témoignage très intéressant pour la question de la culture logique dans ces années-là et pour la place justement des réfutations sophistiques. Les divergences ne doivent pas non plus masquer les conclusions similaires que les deux approches permettent d'obtenir. Le premier constat est la nature profondément aristotélicienne de la logique utilisée à Byzance au IXe siècle. Même si une terminologie issue de la réflexion patristique s'est parfois imposée, notamment avec les désignations d'individus comme hypostase, d'espèces comme nature, et l'emploi prioritaire d'ousia pour désigner la substance seconde, le schème fondamental demeure celui de l'organon. Le second élément est l'importance des commentateurs alexandrins. Même dans l'étude d'un corpus de textes plus vaste rendu possible par la prise en compte des textes qui font usage de la logique, il demeure évident que les commentateurs ont joué un rôle primordial. Le schéma de l'application de la logique me semble être le suivant. Un penseur byzantin, impliqué par exemple dans une controverse théologique, se souvient de son éducation en logique et voit l'intérêt d'une application aux problèmes qu'il tente de résoudre des concepts logiques. Il va alors se retourner vers le texte aristotélicien et ses commentateurs pour trouver les formules et définitions précises dont il a besoin. Puis il élabore sa solution en intégrant ce matériel. Le fait de privilégier tel commentateur sur tel autre explique souvent les légères divergences que l'on peut observer entre deux auteurs byzantins qui appliquent un même outil conceptuel aristotélicien à un problème donné. On le voit par exemple très bien avec le cas parmi les théologiens iconophiles de la simultanéité des relatifs, où ils adoptent des points de vue très légèrement différents et qui s'expliquent assez probablement par le commentaire alexandrin qu'ils ont utilisé. Un dernier élément confirmé par les deux approches est le commentaire très centralisé du débat. Le caractère, très centralisé du débat. Tous les auteurs discutés sont constantinopolitains. La capitale de l'Empire est le lieu des discussions. Je le précise parce que pour l'histoire de la logique, si on considère les siècles antérieurs, le milieu particulièrement intéressant était le milieu du Sinaï, de la Palestine et de la Syrie. Donc, si vous pensez à la période du 6e, 7e, 8e siècle, c'est vraiment cette zone géographique-là qui est la zone intéressante pour l'étude d'une certaine tradition de la logique. Pour le cas du IXe siècle, les débats sont essentiellement constantinopolitains.
Notons encore que ces discussions réunissent des profils intellectuels relativement semblables, c'est-à-dire des enfants de très bonne famille, destinés à et éduqués en vue d'une carrière dans la haute administration impériale. Et à l'exception de Nicétas, tous ont un lien fort avec l'Église. Nous comptons ainsi 2 patriarches de Constantinople, Nicéphore et Phocius, l'higoumène de l'un des principaux monastères de la capitale, Théodore du Studione, et un archevêque de Césarée. En conclusion, ce qu'une approche fondée sur la considération de la logique appliquée et sur une perspective d'histoire sociale de la logique permet fondamentalement de mesurer tient à l'étendue du phénomène de connaissance et d'usage de la logique, qui dépasse, j'espère l'avoir montré, les seuls cercles philosophiques. Elle permet également de montrer que des auteurs font œuvre de philosophes et de théologiens, que des auteurs qui font œuvre de philosophes et de théologiens vont souvent enseigner la logique, mais aussi l'utiliser dans leur travail de théologien. Phocius est un excellent exemple de cela, lui qui a fait cours sur les catégories, mais va aussi utiliser abondamment la logique pour résoudre, ou en tout cas contribuer à résoudre, des questions liées à l'humanité du Christ ou dans ses traités polémiques contre le filioque. J'en terminerai par là, en soulignant qu'une telle approche me semble avoir le grand mérite de permettre de répondre à l'accusation souvent portée contre la philosophie byzantine de n'être qu'une Schulphilosophie, une philosophie d'école, sans grande implication existentielle véritable, sans guère d'originalité. Les cas d'application de la logique aux questions théologiques sont loin d'être de simples exercices scolaires, mais interviennent dans des situations politiques et sociales extrêmement tendues. Et l'application de la logique ancienne aux disputes byzantines est l'un des grands facteurs d'innovation théorique du temps. L'usage est fécond et souvent employer un concept ou une thèse génère un travail conceptuel à son propos, un peu comme aujourd'hui on travaillerait avec des expériences de pensée pour tester certains concepts. L'application à la théologie fonctionne un peu de façon analogue quant à sa fécondité, et souvent ces réflexions sont d'une grande qualité philosophique. Merci beaucoup.